Bismillah, wa salatu wa salam ala habibina al-Mustafa Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Sallallahu alayhi wa sallam. Bienvenue à tous dans ce partage de la décolonisation de la pensée, parce que c'est la chose en tout cas qui nous intéresse ici. Et pour décoloniser la pensée, il faut comprendre déjà comment est-ce que la pensée a été colonisée. D'accord? Et c'était un peu, enfin juste avant, on discutait un peu avec le frère Brahim par rapport à la petite image là que vous voyez, je pense que vous la voyez, donc qui est l'image de la place Schneider au Creusot et qui montre différentes mains en fait qui viennent en cercle pour construire la paix en fait. D'accord? Euh, je pourrais commenter en tout cas enfin, pourquoi est-ce que cette image m'a marqué en tout cas dernièrement. Mais la discussion nous a amené à quelque chose d'intéressant avec le frère Ibrahim. Attends, je vais juste couper son micro. C'est bon. Donc la discussion nous a amené en fait justement à comprendre un peu enfin, pourquoi est-ce que le Creusot est devenu une ville d'industrie. D'accord? Parce que voilà, déjà dans le panneau, la pancarte d'accueil, en fait, on vous dit Creusot, ville d'industrie. D'accord? Et c'est effectivement, ça a été très tôt avec le bassin minier des alentours, le bassin de Montceau-les-Mines et Blanzy, etc. Vraiment une ville qui va mettre la métallurgie au cœur même de son activité, parce qu'auparavant, c'était une petite verrie voilà, qui appartenait à la famille de Marie-Antoinette. Donc Marie-Antoinette, la femme du roi Louis XVI, donc, qui a été rachetée par la famille Schneider. Et à partir de là, ils ont vraiment lancé une grande là, littéralement, les usines à gaz, littéralement de la métallurgie. D'ailleurs, on a un témoignage de Maupassant qui dit en fait que vraiment au Creusot, enfin, on ne pouvait même pas se voir à 1 mètre, tellement la ville était enfumée, donc voilà, vraiment une grande, enfin, vraiment des hauts fourneaux, des industries métallurgiques les unes à côté des autres. Euh, Est-ce que, enfin, bref, enfin, ce serait intéressant en tout cas d'étudier, enfin, de faire avec vous l'histoire de la ville du Creusot en tout cas, parce que, mais ce qui m'intéressait en tout cas, et ce que je disais au frère Brahim, c'est que on voit en tout cas sur le territoire justement qu'on appelle la CUCM, que finalement la population paysanne est nettement moins présente en tout cas, est nettement moins présente que dans d'autres territoires de Bourgogne. Euh, Et ça, justement, du fait que l'industrie, enfin, que l'industrie, les usines, le travail à l'usine a vraiment aspiré beaucoup de la population paysanne, si ce n'est vraiment une grande majorité. D'accord? Et c'est ce que je lui disais, en fait, c'est vraiment, il est là le cœur du problème de la colonisation. C'est que la colonisation, comme je dis et je le répète, ce n'est pas un pays qui va coloniser un autre pays, mais c'est un paradigme, d'accord, qui va détruire un autre paradigme. Et ce paradigme-là, justement, a d'abord et avant tout détruit la paysannerie française, d'accord, la paysannerie et l'artisanat français, avant d'aller détruire la paysannerie du reste du monde, d'accord. Et c'est ça en fait qu'il faut comprendre. Si on veut réellement être dans une sincérité, dans une quête sincère de décolonisation, il ne s'agit pas de lever des drapeaux à gauche à droite et de chanter, je ne sais pas ce qu'on peut chanter pour dire voilà, on a une identité, on a tel. Non, la réelle question, c'est qu'est-ce qui a changé, qu'est-ce qui a bouleversé de manière anthropique, vraiment, pour ceux qui connaissent un peu la notion de l'entropie, c'est vraiment cette énergie destructive, en fait, qui va être tellement forte, en fait, qui va ne plus permettre à un système de tourner, d'accord, de manière naturelle. Et c'est ça qui se passe en fait avec cette destruction-là, c'est que le système paysanné, enfin de la paysannerie, euh, est complètement détruit en fait. Et pour du coup relancer quelque chose, il y a un énorme effort énergétique à accomplir pour revenir à un état d'équilibre pour pouvoir permettre à la roue de retourner, si vous voulez.
Donc c'est ça. Vraiment, il est là le cœur du problème. Vraiment, si vous voulez comprendre, en fait, vraiment tout ce qu'on va développer justement dans cette thèse-là, c'est ça. Bah, d'ailleurs, c'est la photo que je vous ai envoyée hier par rapport à la thèse. Dès la deuxième page, mon père, rahimahullah, vraiment la deuxième page, il dit, il pose les mêmes questions en fait. Déjà à son époque, moi, je ne veux pas dire que c'est un précurseur, mais on n'en est pas loin. Bon, parce qu'il y a d'autres personnes, voilà, comme Malik Ben Nabi, etc., le penseur algérien, voilà, qui vont avoir ce questionnement-là. Mais ils vont se dire, s'il faut poser des questions, donc là on est en 1983, voilà, je le rappelle. D'ailleurs, voilà, la vidéo, Inch'Allah, sur l'année 83, je pense, va bientôt être partagée, mais elle est déjà sur YouTube pour ceux qui voudraient la regarder. Donc, s'il faut poser des questions concernant la colonisation, ces questions peuvent être résumées ainsi. Que voulait la colonisation? En quoi a-t-elle réussi ou échoué? Et surtout, voir le comment et le pourquoi. Et juste après, il dit, quant à s'indigner de la perversité coloniale, le problème n'est plus là. D'accord? S'indigner de la perversité coloniale, d'accord, tu peux t'indigner jusqu'à demain matin, en fait. C'est pas, demain matin de l'année prochaine, même du siècle prochain, si tu veux. Mais la question n'est plus là, en fait. C'est pas ça. Dire oui, vive tel pays ou vive tel pays, et puis s'indigner que. Non, c'est pas, voilà, ça sert à rien, en fait. C'est pas ça qu'il faut comprendre. C'est pas ça qu'il faut chercher à comprendre. Et donc, il continue, il dit, la période coloniale doit être l'objet d'une interrogation critique et non confrontée à l'essence imaginée, et imaginée, le mettre entre guillemets, de la société. D'accord? Dans l'imaginaire, voilà. Et là, c'est pareil, voilà. Bon, je l'ai partagé, mais par exemple, notre frère Omar, voilà, qui a vécu vraiment quelque chose de, bah, justement, anthropique, subhanallah, dans son parcours de vie, que Dieu l'assiste et lui vienne en aide. Mais dans le message, en tout cas, voilà, je ne sais pas qui c'est qui a écrit le message, bah, je m'en excuse parce que voilà, je me permets de commenter, mais on dit oui, la France a fait. Mais non, c'est pas, c'est pas la France. Arrêtez avec ces mots. Non, c'est quoi en fait? C'est quoi? C'est pas dire oui, la France a emprisonné Omar. Non, c'est pas ça en fait, c'est pas ça. Et c'est ça en fait quand je parle de l'essence imaginée de la société. La France a colonisé le Maroc, la France a colonisé l'Algérie, la France a colonisé l'Afrique, l'Angleterre a colonisé les Indes, a colonisé les Amériques, je ne sais pas quoi d'autre. Non, c'est pas, elle n'est pas là la question. Honnêtement, il faut arrêter avec ces messages comme ça. La France a fait. Non, c'est pas. Vraiment, ça sert à rien déjà de un parce que c'est un truc partisan identitaire qui mène nulle part en fait. Ça fractionne et puis ça ne mène pas réellement à la cause même du sujet et du problème. Et puis ça sert à rien. D'accord? Donc voilà, mon père Rahmou, il nous dit voilà, il faut prendre du recul en fait par rapport à cet imaginaire social de société, là, machin, tu vois, lui, c'est non, d'accord. Et il dit parce que la société marocaine, comme toute autre société, est ouverte à l'événement et aux événements extérieurs. Donc ça, voilà, c'est une société, c'est des transformations sociales qu'il faut comprendre, qu'il faut étudier en fait. D'accord. Et les interactions intersociales ont toujours existé. D'accord. Ce n'est pas là, le problème. La colonisation fut le point de rencontre entre des situations historiques incommensurables qui ont bouleversé en profondeur la structure et les bases de la société marocaine. D'accord. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'est-ce qui a bouleversé en profondeur la structure et les bases de cette société-là, en fait. C'est pareil. Si on veut comprendre la question palestinienne, c'est pas, ouah, c'est le sionisme qui est venu, en fait. Oui, certes, c'est pervers, en fait. Là, il y a une perversité dans l'idéologie. Mais qu'est-ce que c'est venu casser, en fait? Qu'est-ce que c'est venu casser, en fait? Et c'est ça, c'est vraiment ça, en fait. Pourquoi est-ce que la colonisation sioniste euh, vraiment à bouleverser la population. Bah, c'est pareil, parce qu'on va en parler, la population marocaine est à 90% paysanne, mais la population palestinienne mais était, j'ai envie de dire, même à 100% paysanne. Euh, d'accord. Oui, oui, madame. Alaykoum salam wa rahmatullah. D'accord. Donc la population palestinienne était une population paysanne, d'accord? Contrairement à, par exemple, enfin, je sais pas moi, la population à Damas, par exemple, dans d'autres villes, Le Caire, Istanbul et autres.
euh, dans l'espace musulman, dans l'espace, voilà, on va dire culturel musulman, la Palestine était vraiment la terre des paysans par excellence. D'ailleurs, Driss Shraibi, vraiment dans un très beau livre qu'il a écrit, quand il parle de la Palestine, il parle juste des jardins de la Palestine heureuse. D'accord? Donc c'est ça qu'il faut comprendre en fait. Au-delà de la perversité de telle ou telle idéologie. D'accord? C'est à cela qu'il faut s'attacher et non. Donc, ça là, je continue, c'est mon père qui continue. Donc, il dit c'est à cela qu'il faut s'attacher et à non fustiger les méthodes de la colonisation. C'est ça qu'il faut aller chercher à comprendre, en fait, vraiment la cause racine, en fait, de qu'est-ce qui a été bouleversé. D'accord? Si on veut réellement trouver une voie de sortie. Et ça, c'est ce qu'il faut comprendre, en fait, même dans les revendications, tu vois, de la jeunesse marocaine d'aujourd'hui et d'hier, tu vois, parce que c'est des revendications, en fait, voilà, bah, voilà, on veut le progrès matériel, on veut. Bon, c'est bien qu'il y ait la société, voilà, qui bouge, qui veuille faire entendre sa voix, etc. Je suis pas contre. Mais qu'est-ce que vous demandez, encore une fois, bah, et c'est vraiment par beaucoup d'amour que je vous dis ça. C'est pas parce que voilà, moi je suis en France, j'ai une aisance matérielle, déjà il faut s'enlever cet imaginaire. La France, si tu travailles pas, crois-moi que tu vas galérer, et même si tu travailles, tu vas galérer. Donc c'est pas, elle est pas là l'idée. Mais vraiment, 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 en fait, c'est pas le progrès matériel qu'il faut aller chercher. Et c'est ça qu'il faut comprendre en fait. C'est que en profondeur, du fait d'avoir bouleversé la structure, en fait, ben, les gens ont eu un nouveau paradigme de vie, une nouvelle perspective de vie en fait. Pourquoi je vous dis ça, mais mon père il va en parler, c'est que même lorsque les gens, les agricoles, les paysans marocains ont été forcés à aller travailler à l'usine, ils continuaient de manière saisonnière d'aller travailler leur terre en fait. D'accord? Bon, on peut dire que c'est pour des raisons économiques, parce que leur travail à l'usine n'était pas suffisant. Mais au-delà de ça, moi, je pense aussi qu'il y a vraiment un réel attachement, en fait. Vraiment un attachement. Non, ben, je reste quand même un paysan et je travaille ma terre à la sueur de mon front. D'accord? C'est ça, c'est ça. Donc il dit, c'est à cela qu'il faut s'attacher et à non fustiger les méthodes de la colonisation. Celle-ci, donc en parlant de la colonisation, il dit, celle-ci a été vaincue, a su trouver d'autres méthodes, d'autres moyens. D'accord? On est là. La colonisation a su trouver d'autres méthodes et d'autres moyens. Donc, même si elle a été vaincue, on va dire, d'un point de vue diplomatique, d'un point de vue. Mais elle a trouvé d'autres moyens, d'accord? Et c'est le matérialiste, c'est le perspective de vie purement matérialiste de l'exploitation de l'homme par l'homme. C'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça. La période en question doit être appréhendée au regard de ce qui advient dans l'articulation des apparences du moment. D'accord? Donc, c'est-à-dire, il faut comprendre l'apparence, la nouvelle apparence finalement de cette colonisation. C'est pas ouais, bon, la colonisation est venue et c'est fini, maintenant on est indépendant. Non, non, c'est pas ça. Oui, alhamdoulilah, en tout cas, effectivement, qu'il y ait une institution, en tout cas, qui puisse symboliser un héritage enraciné, etc. Ça, on en a déjà parlé, alhamdoulilah, voilà, pour cette institution-là, en tout cas, voilà, qui symbolise quand même, parce qu'effectivement, on en parlait avec le frère Tony, le symbole, même s'il n'est pas compris dans sa profondeur, en tout cas, est important. D'accord? Il reste important. Ça, on le comprend même dans l'héritage du prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsque finalement, lorsqu'il trouve que la Kaaba est de forme cubique, voilà, il ne veut pas toucher à ce symbole-là, en fait, parce que la Kaaba abrahamique n'était pas sous cette forme-là. D'accord? Voilà, il a la sagesse, en fait, de laisser la Kaaba comme telle, voilà, parce qu'il comprend que finalement, la dimension du symbolisme est quand même important dans l'imaginaire collectif. Et il ne faut pas. Mais en tout cas, voilà. Mais en tout cas, ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a combattu, c'est l'apparence de justement cette exploitation sociale, d'accord, des esclaves, de l'exploitation sociale des plus démunis, etc., etc. C'est ça, c'est ça. Mais cette démarche ne doit pas aboutir à un positivisme de fait, mais doit s'intéresser dans le cours donné des choses, d'accord. Donc la vie de la chose en fait. La vie, comment elle prend dans le cours des événements en fait, d'accord. Cette colonisation, dans le cours des événements, comment est-ce qu'elle s'est réhabillée? D'accord? Dans le cadre d'une période intense, parfois dramatique, et c'est ça qui parfois nous en heurté, c'est les premières générations d'indépendance, c'est qu'effectivement, c'est une période quand même dramatique, parce que voilà, mais nous, voilà, il faut.
Il faut qu'on prenne ce recul-là. C'est pour ça que je vous dis, voilà, ce travail-là, c'est pas parce que c'est un travail familial de mon père, etc., mais vraiment parce qu'il prend vraiment une prise de recul qui est singulière à cette époque-là. Pourquoi? Parce que le drame, finalement, effectivement, pousse à un certain sentimentalisme de dire. Et, et, et je ne sais pas si je voulais partager, mais dans la première page, déjà, il dit, pendant notre enfance, donc là, je reviens sur la première page, il dit, pendant notre enfance, nous avons été mêlés à certains événements de la période coloniale qui auraient pu nous entraîner vers la tentation de dénoncer, tant cette tentation est attrayante et séduisante. Subhanallah. Tu vois, quand tu vis des choses, particulièrement quand tu es enfant, quand tu es machin, voilà, bah, du coup, c'est facile juste de dénoncer l'autre, de dire, ah, bah, c'est la faute de l'autre, c'est à cause de l'autre. D'accord? Et il dit, il est même parfois facile de réimaginer l'histoire, en fait. Donc, mais il a dit, lorsque nous avons eu l'idée d'entamer ce travail, nous nous sommes fixés pour but de comprendre la période et non à dénoncer le colonialisme ou à faire son procès. Je crois qu'on a déjà fait la première page, du coup, je ne reviendrai peut-être pas dessus, mais en tout cas, c'est ça, c'est ça. C'est vraiment avoir cette prise de recul, en tout cas. D'accord? C'est pour ça qu'il ne faut pas revenir voilà, dans les messages, même les messages de soutien à notre frère Omar, etc., ne pas utiliser voilà, ces termes qui ne servent à rien. La France a fait, la machin a fait. Franchement, il faut arrêter. Il faut arrêter. Non, il faut comprendre, en fait, quel est vraiment le rouage, vraiment, que là où ça pêche, justement, entre au contraire, si la France a de belles valeurs, en tout cas, c'est vraiment cette valeur-là, justement, de l'indépendance des pouvoirs. D'accord? Et si on veut réellement combattre justement ce système colonial, en fait, c'est pourquoi, effectivement, dans le pays de l'indépendance des pouvoirs, notamment l'indépendance du pouvoir judiciaire qui a existé vraiment très tôt. C'est pas pour dire ouais nous on est des champions, non, mais pour vraiment de fait qui a très tôt existé vraiment dans l'héritage du prophète sallallahu alayhi wa sallam, l'héritage légué par la suite. Je ne parle pas des Omeyyades, ce qu'ils ont fait, etc., etc. Ça, c'est voilà, c'est le trébuchement encore de revenir dans le matérialisme. Mais voilà, on voit à l'époque de Ali, on voit à l'époque de Omar, etc., que vraiment l'indépendance du pouvoir judiciaire est quelque chose d'extrêmement fondamental dans l'équilibre d'une société. D'accord? Donc, qu'est-ce qui fait que ce pouvoir judiciaire, en fait, aujourd'hui, est de moins en moins indépendant? C'est ça qu'il faut comprendre, en fait. Et effectivement, la France a été un des pays qui a redonné voix justement à cette séparation des pouvoirs. D'accord. euh, et c'est ça qu'il faut aller chercher en fait. C'est pas trouver les grands mots comme ça. D'accord. Et il dit voilà, dans le cadre d'une période intense, la période coloniale, c'est une période intense, parfois dramatique. Tous les aspects politiques, militaires, socio-économiques dominent l'essentiel des transformations. D'accord. Euh, donc, aborder la problématique de l'État durant la période coloniale nécessite au préalable de distinguer État et régime politique. Cette distinction permet d'éviter le déterminisme historique, car si le régime politique de la période est un régime colonial, l'État est une catégorie que ne se confond ni avec le régime politique, ni avec le pouvoir politique. Et c'est ça, c'est ça. Du coup, justement, cet État finalement qui vient avec un paradigme, cet État, il est au service de quoi? Nous, on n'est pas contre l'État, on n'est pas des anarchistes, on n'est pas des gens qui vont être vraiment dans un, voilà, pas d'État, pas de... Non, c'est pas du tout ça parce que ça marche pas comme ça. Mais ce qu'il faut comprendre en fait, c'est qu'un État, il est au service de quoi? Et surtout, comment est-ce que il est au- il est en harmonie avec sa société civile. Et c'est ça le point le plus important, d'accord? Cet équilibre entre société civile pardon, et l'État en lui-même. Et le but de la thèse, voilà, je le rappelle, c'est d'étudier la période marocaine entre 1912 et 1936. 1936, la date des premières manifestations ouvrières marocaines et du coup qui ont abouti à la première syndicalisation des ouvriers marocains. Parce qu'avant 1912, on le répète, l'ouvrier marocain n'existait pas. L'activité ouvrière était inexistante. D'accord. Donc en 1936, on a déjà les premières manifestations ouvrières et le premier syndicalisme marocain qui émerge à ce moment-là. D'accord. Et c'est de comprendre, en fait, finalement, l'État, il est au service de quoi? D'accord.
euh, l'État il est au service de quoi et comment il interagit avec la société civile. Et c'est un peu ça vraiment qu'on veut voir ensemble, c'est vraiment cette entropie justement, cette entropie de la paysannerie qui a été complètement destituée, qui est complètement dégradée et puis pas complètement détruite parce que voilà, il restait encore quelques paysans, etc. Mais en tout cas, voilà, très dégradée et qui a finalement abouti à un changement même de paradigme chez la nouvelle génération. D'accord, même si, comme on disait, voilà, les premiers ouvriers travaillaient de manière saisonnière revenaient des fois même de très loin, hein, de Casablanca, parce que Casablanca, par rapport à certaines régions, c'est quand même plusieurs heures de route. Euh, mais revenaient de manière saisonnière travailler leurs terres, d'accord. Ça a peut-être survécu sur une génération. D'accord, mais aujourd'hui, par exemple, les jeunes d'aujourd'hui, en fait, le travail paysan, voilà, pour parler des Marocains, mais ailleurs, vraiment, le travail paysan, c'est même pas qu'il n'attire plus personne, c'est que vraiment, c'est quelque chose qui est vu de manière dégradée, d'accord? Comment est-ce que tu veux être quelqu'un dans la société si tu es un paysan? Voilà, ben, on va s'arrêter là pour aujourd'hui parce que voilà, bah, justement, on essaie de reconstruire quelque chose qui soit positif et du coup, j'ai rendez-vous à 10 heures, Inch'Allah. Donc, on s'arrête là pour aujourd'hui. Merci en tout cas pour votre écoute. À part si, voilà, en 5 minutes, il y a quelqu'un qui veut interagir. Si Ibrahim, ça t'a inspiré quelque chose ou voilà, en 5 minutes, si tu peux, ou si tu veux, nous faire un retour. Non, ouais, ça continue de creuser le sillon que tu développes depuis un moment. C'est intéressant, effectivement. C'est ce que tu dis sur le texte que tu as partagé sur Omar quand tu dis, tu sais, qu'il ne s'identifie pas à sa position de Palestinien, etc. Il y a un paradigme, enfin, il y a un déplacement de vision qu'il faut effectivement aller chercher dans la manière d'appréhender la colonisation. Et effectivement, ouais, 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 ça fait écho un peu ça fait écho un peu même au texte coranique euh, qui rappelle à plusieurs moments que le colonisateur, effectivement, n'a pas d'identité, mais que c'est une tendance qui peut être développée ou non en dehors même Là, ça s'exprime effectivement dans une tension nord-sud depuis plusieurs siècles. Mais tu le rappelais, il y a déjà eu, c'est une tendance qui s'est déjà exprimée à l'intérieur même du Sud, quoi. Sur Hmm. Sud-Sud, le Sud lui-même, et puis les populations, effectivement, même noires africaines, etc., etc. Donc, c'est un rappel super important et c'est fou que ton père ait bossé sur ça en 83, quoi. Et c'est dingue parce que comment on est à côté enfin, comment aujourd'hui, d'une manière générale, tous, tu vois, on n'a pas ce prisme, quoi. C'est un rappel qu'il faut faire. C'est un rappel qu'il faut faire. Je crois pas il est suffisamment bien développé, quoi. Donc, ouais, c'est super important dans la clic. Oui, je te remercie. Barakallahu fik. Effectivement, bah, je sais qu'il y a Jamal Hamari qui a pas mal travaillé sur la pensée de Malik Benabi. Euh, mais en tout cas, voilà, honnêtement, enfin, en toute humilité, mais je vois pas Malek Benabi en tout cas parler. Parce que voilà, c'est différent aussi l'Algérie, tu vois. Enfin, Malek Benabi, il arrive, la paysannerie algérienne, ça fait déjà un siècle qu'elle est détruite. Donc voilà, c'est pas la même chose, tu me diras. Mais en tout cas, voilà, Si je je le peux me vois permettre pas. une parenthèse, ou une Oui, petite tfadal, oui. parenthèse. Sur ça, effectivement, c'est super intéressant parce que je me souviens que moi, depuis que je suis petit, Hmm. il y a un truc que me disaient toujours mes oncles, tu sais, qui ont été expulsés d'Algérie à Oui. l'époque, parce que les Marocains étaient connus en Algérie à l'époque pour être des agriculteurs. C'est-à-dire ceux qui venaient Ah, travailler la d'accord. terre, parce qu'il y avait un savoir-faire agricole super important. Et les Ouais. Marocains étaient connus pour être ceux qui savaient exploiter la terre, etc. D'ailleurs, c'est un savoir-faire qui a
qui a perduré un peu d'un côté de ma famille au Maroc. Hmm. Et ils me disaient à l'époque que quand ils ont sorti les Marocains, en gros, en sortant, pas les Marocains, mais enfin, c'est une espèce de symbolique, c'est comme ça qu'eux le racontent, mais que déjà les Algériens à l'époque, en fait, n'en avaient rien à faire de leur terre. C'est-à-dire que moi, mon père, il avait, par exemple, il exploitait une parcelle agricole super grande de plusieurs hectares, qui a été détruite par l'armée algérienne, complètement détruite avec des tracteurs, etc., retournée, toute la récolte. Il me dit que c'était à l'époque des haricots verts et des petits pois. Il se souvient encore de ce qu'il y avait, il devait récolter tout ça, et donc tout a été complètement retourné en fait sur plusieurs hectares par l'armée algérienne. C'est ce qu'on appelle c'est l'idée communiste là qui arrivait sur la révolution agraire, qui n'a donné rien donné du tout, mais Ouais. qui au contraire en fait a. Et donc lui se souvient de ça, de la manière enfin l'irrespect déjà. Donc ça rejoint ce que tu dis sur le colonialisme effectivement qui n'est pas que français ou quoi, mais qui est surtout une manière de voir sa propre terre et un changement Merci. du rapport à sa terre, quoi. Ouais. Changement Exact. du rapport Changement à du sa terre. rapport Lui, à il a la été France. traumatisé par la Ouais. manière dont sa terre avait été détruite par Ouais. l'armée algérienne. Et c'est ce qu'il disait jusqu'à la fin de ses jours, quoi. Il répétait cette phrase qu'avait fait l'Algérie enfin les Algériens, enfin l'armée sur sa terre. Ouais. Effectivement, effectivement. Donc effectivement, la décolonisation est vraiment la décolonisation du rapport à la terre, du rapport à notre terre. Merci, merci Sidi Ibrahim. Bah, très belle conclusion en tout cas. Mais d'ailleurs, enfin, c'est pour ça que voilà, Khadim al-Rasoul, Ahmadou Bamba, vraiment un énorme monsieur, subhanallah, qui lui a été accordé le titre de Khadim al-Rasoul. Et quel titre, subhanallah. Avait déjà vu ça, lui, subhanallah, déjà. Bon, alhamdoulilah, rabbil alamin. Ça veut dire quoi, Khadim al-Rasoul? Excuse-moi, Jeanne. Le serviteur du prophète. Ah, Serviteur du prophète. Masha'Allah. Subhanallah, c'est tellement marquant que. Bref, je vais finir sur ça. Tu sais, lorsqu'il a été en Mauritanie, ben justement, voilà, pour sortir un peu, voilà, pour faire le lien entre tout ça. Lorsqu'il a été en Mauritanie, Khadim al-Rasoul, tu vois, bon, il avait quelques poésies, tu vois, enfin, vraiment, même l'arabe de sa poésie, elle est incroyable. En plus, lorsqu'elle est chantée mélodieusement, etc., c'est un autre monde qui s'ouvre à toi. Mais en tout cas, voilà, voilà pour ceux qui le savent, voilà, les savants mauritaniens, à la base, c'est voilà, vraiment l'héritage de beaucoup de savants marocains, notamment, mais pas que les Chanakhitas sont Tombouctou, etc. Enfin, pas, vraiment, il y avait de grands de grands savants, en tout cas, qui sortaient de cet espace-là, mais beaucoup de savants marocains ont également, voilà, pour fuir, entre guillemets, l'espace colonial français, sont partis se réfugier en Mauritanie. Euh, mais il n'y a pas que ça, il n'y a pas que ça. L'héritage mauritanien est très vaste. Mais il y avait quelques savants qui tu sais, qui avaient quelques problèmes avec quelques-unes de ses poésies, en fait. Et subhanallah, subhanallah, vraiment, il y a eu l'intervention directe du prophète sallallahu alayhi wa sallam par vision sur tous ces savants-là. Et c'est là où Ahmad Bamba il a fait l'unanimité même des savants, subhanallah. Donc, juste pour revenir, pour conclure, effectivement, c'est que Ahmad Bamba, qui est connu voilà, pour les mourides, etc., pour vraiment toute la dynastie, enfin, la dynamique vraiment de la mouridia, du travail de la terre, du Sénégal, etc. Mais pour rejoindre à cette idée de la pensée décoloniale, vraiment, subhanallah, comment le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est intervenu vraiment lui-même pour décoloniser les gens de leur propre pensée, en fait. Parce qu'un savant, effectivement, avec tout le respect qu'on peut avoir pour les savants mauritaniens, avec un très grand héritage, etc., mais quelque part, le savoir, en tout cas, peut lui-même, entre guillemets, te coloniser quelque part, pas de manière, on va dire, sanglante, mais la décolonisation, elle commence là. La décolonisation de la pensée. Ouais, subhanallah. Non, il avait vu parce qu'il disait, en fait, si on travaille nos terres, de toute façon, tôt ou tard, ils devront partir. Quand on lui a dit pourquoi est-ce que tu prends pas les armes de la résistance pour résister à l'envahisseur, il leur dit, écoutez, nous, on va travailler notre terre et tôt ou tard, ils vont partir. Subhanallah.
C'est pour ça que je te disais, il avait déjà vu ça. Lui, pour lui, même le travail même de décolonisation ne passait même pas par la lutte armée. Enfin, bon, c'est à discuter, mais en fait, le travail de décolonisation ne passait même pas par la lutte armée, en fait. Elle passait par le travail de la terre. Il disait, écoutez, travaillez vos terres, vous allez voir, tôt ou tard, ils vont partir. Voilà, ben merci, Sidi Ibrahim. Wow. Merci à toi. C'est très, 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 très riche. Barakallahu fik. Et ben, à demain, Inch'Allah, pour ceux qui peuvent être avec nous. Et je vous dis à bientôt. Ce Wassalam sera à alaikum. quelle heure? Ce sera à quelle heure demain, Inch'Allah? 11h, je pense. Ouais, 11h. Je vous redirai, mais ça va être 11h. Ok. Allez, ma salam. Ouais.